Automobilistes, en cette année 1988, 9 personnes ont été tuées, c'est trop. Voici, pris sur le vif, deux cyclistes qui, sans conteste, congestionnent tout le trafic derrière eux. L'après-guerre, Ferdinand Kubler et Hugo Koblet se bagarrent sur les routes de Suisse. Vous l'écrasez, vous êtes encore fautif. Moi, je les appelle le cancer de la circulation. Ah, le vélo et la Suisse. Une longue histoire d'amour et de haine, mais surtout d'amour. Avec le coronavirus, il revient en force. Il a repris la place laissée libre dans les villes par les voitures, il permet l'évasion du semi-confiné dans la nature, et il n'a jamais autant brûlé les cuisses des amateurs de courbatures. C'était l'occasion idéale pour se pencher sur l'histoire tourmentée du vélocipédiste en terres helvètes. C'est une histoire longue, riche, étonnamment méconnue, et peu documentée. Pourtant, la Suisse fait figure de pionnière à de nombreux égards dans le domaine vélocipédique et connaît plusieurs vélobooms à travers les âges. Tout commence à la fin du 19e siècle. Les premiers vélos cartonnent d'abord en France et en Angleterre, puis au niveau mondial. Ce sont les riches touristes anglais qui l'importent à Genève. Oui, il faut savoir que Genève, c'est vraiment la capitale du vélo en Suisse depuis le début. Le premier vélo-club de Suisse y est d'ailleurs fondé en 1869. D'abord lié à un idéal bourgeois de liberté réservé à une certaine élite, le vélo se démocratise en Suisse dès les années 1890. C'est le premier vélo-boom avec deux effets secondaires surprenants, l'émancipation des travailleurs et des femmes. Celle-ci participe largement au succès de la petite reine qui leur permet de sortir du foyer et leur offre une indépendance et une mobilité inédites. Elles en profitent pour abandonner jupes et corsets qui rendent impossible l'utilisation de la chose. Le vélo devient alors le premier véhicule individuel abordable et rend accessible aux petites gens les loisirs et la mobilité jadis réservés aux plus riches. Ce développement ne se fait pas sans heurts. Des scènes qui évoquent celles d'aujourd'hui à quelques menus détails près. En ville, les accidents avec les piétons se multiplient à tel point que les lecteurs du Journal de Genève inventent un terme pour ces chauffards d'un nouveau genre. Les vélocipédards. Il faut admettre que ça paraît presque affectueux au vu de la nomenclature actuelle. Les premières associations de défense des cyclistes apparaissent donc dans la foulée, comme par exemple le Touring Club de Suisse. Et oui, le TCS, c'était un truc de cycliste à l'origine. En parallèle, les premières courses cyclistes se développent. Le Tour du Léman est créé en 1879, c'est la plus ancienne classique internationale. À Genève toujours, l'un des plus vieux vélodromes du monde est construit en 1892. 4 ans plus tard, il fait place à celui de la Jonction, inauguré dans le cadre des réalisations pour l'exposition nationale. Dès 1890, les usines suisses se développent et le pays figure parmi les leaders européens en la matière. Parmi les plus importantes, Condor, dans le Jura bernois, fabrique notamment le célèbre vélo de l'armée suisse. L'introduction des vélos dans l'armée avait posé des problèmes, notamment avec la cavalerie, qui craignait cette concurrence mobile et silencieuse comme elle. Les lampes à carbure ont disparu depuis, mais les vélos demeurent des rosses. Un vélo tellement mythique qu'en 2009, le Suisse Daniel Markwalder bat le champion Jens Vogt en direct sur le plateau d'une télévision allemande sur son vélo de soldat vieux de 100 ans. Bref, c'est un succès. En 1900, un Genevois sur 10 possède un vélo et dans la Suisse entière, on en recense près de 50 000. Un chiffre multiplié par 7 en 1918. Mais le deuxième vélo boom arrive dans l'entre-deux-guerres. En 1928, la Suisse occupe le 5e rang du classement mondial de nombre de vélos par habitant, devant l'Allemagne, la France et l'Italie. 8 ans plus tard, un quart des Suisses possèdent un vélo. C'est à cette époque que se développent les premières pistes cyclables, conjointement soutenues par les associations d'automobilistes et de cyclistes. Bâle fait office de pionnière en 1929. Les mêmes associations pousseront à l'instauration d'un code de la route national et au développement de la signalisation routière. Oui, les petits panneaux comme ça, à l'origine, c'était pour les cyclistes. Dans l'après-guerre, la classe moyenne se développe considérablement et pratiquement tout un chacun a les moyens de s'acheter un véhicule motorisé. L'utilisation du vélo chute, c'est le début du règne de la voiture. Tout le monde se désintéresse de la petite reine qui n'a plus de lobbyistes pour défendre ses pistes cyclables, peu à peu démantelées. Les associations de cyclistes se détournent de l'usage quotidien de leur monture pour s'intéresser uniquement à l'aspect sportif. Il faut dire que de ce côté-là, le cyclisme suisse connaît ses heures de gloire. L'après-guerre, Ferdinand Kubler et Hugo Koblet se bagarrent sur les routes de Suisse. Hugo Koblet, coureur racé, Ferdi Kubler, coureur nerveux. Pour marquer les 50 ans de l'Union cycliste suisse en 1947, le secrétaire général de l'UCS, Max Girardet, imagine une course par étapes. Un grand prix sur 4 jours avec 40 coureurs, passant notamment par Fribourg, Sierre, Le Locle et Genève.
Dans les décennies suivantes, le vélo des villes redevient donc utilitaire avant tout. Et il se doit d'être discret pour laisser l'asphalte au moteur. Il leur est interdit de se faufiler entre les autres véhicules, de faire du slalom sous prétexte qu'ils ont mal choisi la présélection par négligence. À l'arrêt imposé par un feu rouge, d'autre part, ils n'ont pas le droit de venir se presser devant les autres véhicules à l'arrêt. Dans les années 70, les considérations écologiques et les villes au trafic saturé ramènent le vélo sur le devant de la scène. Il ne s'agit pas seulement d'immatriculation de véhicules neufs, mais beaucoup de personnes sont en train de rechercher dans leur grenier et dans leur cave la bicyclette d'antan qui fera leur plaisir de demain. L'utilisation du vélo continue alors de grimper pour connaître un nouveau pic dans les années 90. C'est là qu'apparaissent de nouveaux vélos à consonance américaine. Entre les mountain bikes, les city bikes, les trekking, les country bikes, le consommateur est un petit peu perdu. Heureusement que la presse est là pour l'aiguiller. Commence alors une lutte acharnée sur le développement des pistes cyclables et autres aménagements, ce qui donne lieu à de nombreux sujets télévisés pour la plus grande joie des caméramans qui peuvent s'adonner au plaisir de l'interview à vélo. Le couloir bus présente pour nous l'avantage d'être le plus souvent dégagé. Sur cette portion de route, il y a un bel exemple de lacune grave. Et maintenant, nous voulons que cette situation change. En 2018, la promotion des voies cyclables entre finalement dans la Constitution suite à une initiative populaire. Aujourd'hui, l'apparition du vélo électrique a évidemment boosté l'utilisation du deux roues dans les villes comme dans les campagnes. Et pourtant, on reste un peu à la traîne en termes de pistes cyclables, même si une certaine pandémie leur a donné un petit coup de pouce dernièrement. Pour le canton, c'est une urgence pour limiter le trafic routier suite au déconfinement. Ces prochains mois, il va investir 900 000 francs pour créer plus de 100 km d'itinéraires cyclables provisoires. Le canton de Genève a décidé de créer et d'élargir certaines pistes cyclables, des pistes si larges que certains automobilistes ne les voient plus. Je suis sur une piste cyclable ? Non mais sérieusement, je suis sur une piste cyclable. Mais surtout, le vélo a acquis un nouveau blason, celui d'outil de revendication politique. Déjà lancé par les Critical Mass, ces manifs anti-voitures nés à la fin des années 90, le militantisme à vélo a été utilisé un peu partout dans le monde ces derniers mois comme moyen de manifester en gardant 2 mètres entre chaque militant.